Ce 22 août 1962, la voiture du général de Gaulle descend depuis Paris vers l'aéroport de Villacoublay, situé à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Dans la déesse présidentielle, outre le général, sont assis son épouse, Yvonne de Gaulle, son gendre, Alain de Boissieu, et le chauffeur, Francis Marin. Vers 20 heures, le convoi présidentiel atteint le carrefour dit du Petit Clamart, à quelques kilomètres de l'aéroport. C'est à cet endroit que les attend un commando armé jusqu'aux dents. 12 hommes, dont 10 équipés d'armes automatiques, des explosifs, 4 véhicules. De Gaulle n'a aucune chance d'en réchapper. Ce commando, qui est dirigé par le colonel Bastien Thierry, appartient à l'OAS, l'organisation de l'armée secrète. Composé de partisans fanatiques de l'Algérie française, dont beaucoup issus des rangs de l'armée, l'OAS cherche depuis des mois à tuer De Gaulle, depuis que ce dernier a décidé d'accorder son indépendance à l'Algérie. Les accords d'Évian, qui mettent fin au conflit et séparent définitivement l'Algérie de la France, ont été signés au mois de mars. Mais les tueurs de l'OAS ne désarment pas. De Gaulle a déjà été victime de 17 tentatives d'assassinat. Cette fois, ce sera la bonne. Jamais les circonstances n'ont été aussi favorables. À 20h08, les tueurs de Bastien Thierry ouvrent le feu sur le convoi qui arrive vers eux. Aussitôt, la déesse présidentielle accélère et fonce droit devant. Passant à toute allure au milieu des rafales qui crépitent de partout, le chauffeur de Gaulle parvient, contre toute attente, à extraire la voiture du guet-apens. Quelques minutes plus tard, le convoi présidentiel arrive à l'aéroport. La déesse est criblée de balles, ses vitres ont explosé, mais à l'intérieur, miraculeusement, personne n'a été touché. De Gaulle sort calmement de la voiture, puis passe en revue le piquet d'honneur qui l'attend, comme à l'habitude. À ses côtés, Madame de Gaulle est tout aussi impassible. Toutefois, une fois la revue terminée, Yvonne de Gaulle s'inquiète. Dans le coffre de la déesse, il y avait des poulets, qui devaient être servis au déjeuner le lendemain, à Colombey, où le Premier ministre Georges Pompidou était attendu. Elle glisse discrètement à son gendre. « Surtout, n'oubliez pas les poulets, j'espère qu'ils n'ont rien. » Seul commentaire du général de Gaulle avant de monter dans l'avion. Cette fois, c'était engeant. Puis, un peu plus tard, au téléphone, à Georges Pompidou, « Cher ami, ces gens-là tirent comme des cochons. » De Gaulle a échappé belle et il le sait. Mais en bon politique, qui ne perd jamais une occasion de tirer parti des circonstances, il comprend immédiatement que cette tentative manquée d'assassinat lui offre une opportunité rêvée pour réaliser une révision de la Constitution qui lui tient particulièrement à cœur. Mais de quoi s'agit-il? La Constitution de 1958 prévoyait que le président de la République serait élu par un collège électoral composé d'environ 80 000 personnes. Ce collège était composé des parlementaires, des conseillers généraux et d'élus municipaux. Le chef de l'État de la Ve République n'était donc plus simplement élu par les parlementaires, comme sous les deux républiques précédentes, mais il ne disposait pas non plus de la légitimité incontestable que confère le suffrage universel. Au moment de l'entrée en vigueur de la Constitution, cette faible base électorale ne gênait pas de Gaulle. Son autorité personnelle, acquise par son action à la tête de la France libre, compensait largement sa faible légitimité électorale. Mais bien sûr, les successeurs de Gaulle n'auraient pas la même légitimité historique. Ils seraient donc en état d'infériorité par rapport aux parlementaires, et notamment face à l'Assemblée nationale, qui était élue, elle, au suffrage universel direct. Le risque était donc grand que les futurs présidents de la République se retrouvent peu à peu marginalisés et réduits au même rôle que les présidents des Troisième et Quatrième Républiques, celui d'inaugurateur de chrysanthème, selon le mot de Gaulle. Le fondateur de la Ve République avait depuis longtemps ce problème présent à l'esprit, et à plusieurs reprises, il avait déjà laissé entendre qu'il serait nécessaire que ses successeurs soient élus au suffrage universel direct. On doit bien sûr se demander pourquoi cette élection du président de la République au suffrage universel direct n'était pas prévue par la Constitution de 1958 dès l'origine. La raison essentielle en est qu'une telle élection était alors jugée contraire à la
tradition républicaine. Elle était jugée dangereuse pour la démocratie. Il y avait en effet le précédent de la Seconde République, dont la Constitution prévoyait l'élection du chef de l'État au suffrage universel. C'est ainsi que Louis-Napoléon Bonaparte avait été élu président en décembre 1848. 3 ans plus tard, il renversait la République et rétablissait l'Empire par le coup d'État du 2 décembre 1851. Depuis lors, à tort ou à raison, l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct était considérée comme l'antichambre de la dictature. Or, souvenez-vous, en 1958, De Gaulle revient au pouvoir à la faveur d'un coup d'État militaire. Un coup d'État dont il n'est certes pas l'auteur et auquel il va mettre fin, mais dont il a incontestablement tiré parti. En 1958, De Gaulle doit donc donner des gages de républicanisme. Il doit rassurer sur le fait qu'il est bien le sauveur de la République et non pas son fossoyeur. Ainsi, plus tard, De Gaulle expliquera que s'il n'a pas inscrit l'élection du président au suffrage universel direct dans la nouvelle Constitution en 1958, c'est qu'il ne voulait pas, je cite, heurter certaines susceptibilités. Or, en 1962, ces susceptibilités étaient toujours bien présentes. Et elles étaient particulièrement présentes au sein du Parlement. Faire élire le président de la République au suffrage universel direct, c'était en effet attaquer la prétention du Parlement à être la seule représentation nationale. C'était de fait diminuer son pouvoir et son prestige. Comme le dira Paul Reynaud dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, au moment où De Gaulle annoncera publiquement son intention de réviser la Constitution, je le cite, « Pour nous, républicains, la France est ici et non ailleurs. Admettre le contraire serait admettre la fin de la République. Aussi, monsieur le Premier ministre, allez dire à l'Élysée que cette Assemblée n'est pas assez dégénérée pour renier la République. » Voilà les forces auxquelles De Gaulle allait devoir s'affronter. Et cet affrontement inévitable posait aussi la question du comment. Comment réviser la Constitution? En effet, selon l'article 89 consacré à la révision, la première phase de toute révision constitutionnelle doit être le vote en des termes identiques par les deux assemblées parlementaires du projet ou de la proposition de révision. Cela signifiait donc que, pour être inscrite dans la Constitution, l'élection du président au suffrage universel direct devrait d'abord être approuvée par le Parlement. Autant dire que, en passant par l'article 89, une telle révision était impossible. C'est pourquoi De Gaulle décida d'utiliser l'article 11, consacré au référendum, et non pas l'article 89. Il annonça à la télévision le 20 septembre 1962. Immédiatement, ce fut une levée de boucliers, non seulement dans la classe politique, mais aussi parmi les juristes. L'immense majorité de ces derniers jugea que l'usage que faisait De Gaulle de l'article 11 était inconstitutionnel. De Gaulle n'était pas homme à se laisser arrêter par de telles objections, et le référendum eut bien lieu comme prévu. Le pays était en ébullition. Mais avant d'exposer les résultats politiques de cette confrontation, examinons rapidement les principaux arguments juridiques des uns et des autres. L'argument essentiel des opposants à De Gaulle était aussi simple que fort. L'article 89 de la Constitution s'intitule « De la révision ». Et il est le seul qui traite explicitement de la question de la révision. Par conséquent, toute révision doit nécessairement passer par l'article 89. De Gaulle et son Premier ministre, Georges Pompidou, répliquaient à cela que l'article 11 permet au président de la République d'organiser un référendum sur l'organisation des pouvoirs publics. Or, la Constitution traite incontestablement de l'organisation des pouvoirs publics. À quoi De Gaulle ajoutait une considération qu'il vaut la peine de citer un peu longuement. Si on admet, expliquait-il, que le seul mode possible de réforme de la Constitution est l'article 89, on donne au Sénat un privilège exorbitant et incomparable, celui de tout bloquer. S'il y a une erreur dans la Constitution de 1958, c'est bien celle-là, de créer un corps contre lequel on ne peut rien, alors qu'on peut quelque chose contre tous les autres. Il n'est pas possible d'admettre le monopole constitutionnel d'un article 89 qui confère en fait au Sénat ce monopole. Cela n'est pas possible. Cela n'avait pas été vraiment voulu par les constituants de 1958
et je m'honore d'être l'un d'eux. Cet argument de De Gaulle est peut-être plus politique que strictement juridique, mais il faut avouer qu'il ne manque pas de force. En effet, plus largement, l'article 89 revient à donner au Parlement un droit de veto sur toutes les réformes constitutionnelles qui lui déplairaient. Le Parlement serait donc le seul organe constitutionnel immunisé contre toute diminution de ses pouvoirs, par exemple. Ce qui paraît pour le moins exorbitant et peu conforme avec le principe constitutionnel fondamental de l'équilibre des pouvoirs. Aujourd'hui encore, la très grande majorité des constitutionnalistes jugent que le référendum d'octobre 1962 était inconstitutionnel. Mais j'avoue être sensible aux arguments avancés par le fondateur de la Ve République. Car je ne vois aucune bonne raison pour laquelle une constitution ne pourrait pas prévoir des procédures concurrentes pour parvenir à un même résultat. À tout le moins, il paraît impossible de nier que le texte de la Constitution contient en son article 11 une ambiguïté et que par conséquent, les arguments en faveur de l'article 89 ne peuvent pas être catégoriques. Le 28 octobre 1962, après une courte campagne électorale durant laquelle les opposants à la révision n'eurent guère voix au chapitre, la révision constitutionnelle fut adoptée par 62,2% des suffrages exprimés, mais avec un taux d'abstention de 23%. Auparavant, le 3 octobre, l'Assemblée nationale avait voté une motion de censure contre le gouvernement, à quoi De Gaulle avait répliqué par une dissolution de l'Assemblée le 10 octobre. Les élections législatives eurent lieu les 18 et 25 novembre. Et pour la première fois dans l'histoire de la démocratie française, un parti remporta pratiquement à lui seul une majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Ce parti était celui du général de Gaulle, l'UNR, l'Union pour la Nouvelle République. De Gaulle avait triomphé des oppositions, il avait désormais les coudées franches pour gouverner comme il l'entendait. Les institutions de la Ve République étaient définitivement installées dans la forme que nous leur connaissons encore aujourd'hui, à savoir un président de la République qui dirige effectivement le pays par l'intermédiaire de son Premier ministre, un Parlement très affaibli, et au sein du Parlement, une Assemblée nationale soutenant sans défaillance le gouvernement. Après le 3 octobre 1962, plus aucun gouvernement ne sera renversé par l'Assemblée. La monarchie républicaine française était en place. Voilà, vous savez désormais l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur la révision constitutionnelle d'octobre 1962. Une révision absolument décisive pour comprendre le fonctionnement de nos institutions. Et si vous voulez en apprendre davantage sur la question du référendum, sur celle de la révision constitutionnelle et sur celle de l'élection du président de la République, vous pouvez consulter les vidéos que j'ai consacrées à chacun de ces sujets. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez grandement aider mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Et n'oubliez pas, le droit, c'est passionnant.